Le travail libère l'homme, dit-on, et lui assure son indépendance. Mais est-ce pour cela qu'un enfant doit travailler? La question nous préoccupe sur le débat cette semaine. Chers internautes, merci de nous suivre sur le www.ezaetv.com. Un assistant social nous accompagne dans cette interrogation. Il est de l'ONG Terre Rouge Bénin. Il a accepté d'être à nos côtés dans cette lutte contre le travail des enfants. Monsieur Faouzan Adjao, bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour aux internautes. À vos côtés, un sociologue également, directeur exécutif de l'ONG PIS, c'est-à-dire Paix, Monsieur Roch Maforican, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien. Avec donc mes invités, chers internautes, nous allons parler du travail des enfants et avec ces techniciens, ces hommes de terrain qui au quotidien se chargent de la protection sociale. Nous allons donc aborder le travail des enfants. Chers invités, définissons d'abord quelques concepts, quelques mots-clés, si vous préférez, pour comprendre la thématique du travail des enfants. Et on va démarrer par cette question. Qui peut-on appeler un enfant, monsieur Maforican? Dans le cadre de notre travail auprès des enfants et dans le cadre de la protection sociale des enfants, et la législation béninoise qui prend appui sur les conventions internationales ratifiées par notre pays, définit l'enfant comme un être humain qui est âgé de 0 à 18 ans, à moins de 18 ans. Un enfant, c'est un homme, une femme ou un garçon ou une fille qui est âgé entre 1 an et avant 18 ans. Voilà, c'est ça, hein? Voilà. Vous voulez compléter? Non, c'est parfait. C'est parfait, d'accord. Monsieur Adjao, c'est quoi le travail? Le travail, dans le sens actuel, peut être entendu comme étant l'exercice d'une activité à des fins de rémunération ou parfois même non. Mais c'est le fait de se mettre au service de quelqu'un par un service ou en offrant un bien à des fins de rémunération ou pas. Voilà. Monsieur Maforican, je reviens à vous pour mieux comprendre ce que c'est qu'un enfant, notamment quand est-ce qu'on parle d'un enfant mineur, quand est-ce qu'on parle d'un enfant apprenti? Disons qu'un enfant mineur, c'est un enfant, ça reste dans le cadre de la définition que nous venons de faire. À 17 ans. À 17 ans, 18 ans non révolus. Maintenant, un enfant apprenti? Un enfant apprenti, dans le cadre de notre pays, il faut dire que la convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, voilà, qui définit l'âge minimum d'accès au travail, a proposé aux États de fixer l'âge minimum d'admission au travail à 14 ans. Et il demande aux pays qui peuvent aller jusqu'à 15 ans de le faire. Donc un enfant apprenti peut avoir l'âge entre 14 et 15 ans. Voilà. Dans notre pays spécifiquement, notre législation fixe l'accès au travail à 14 ans. 14 ans pour donc un enfant apprenti qui a 14 ans révolus peut accéder à l'apprentissage. Mais pas avant. Mais avant, si on voit un enfant dans l'apprentissage, c'est de l'exploitation. Voilà, et puisque vous parlez d'exploitation, on va comprendre l'exploitation économique. Oui. Au fait, dans le cadre de la protection sociale, lorsqu'on parle du travail de l'enfant dans notre législation, ça suppose l'exploitation économique du travail de l'enfant, oui. Donc quand je dis définissez-moi le travail d'un enfant, M. Adjao, vous direz simplement que c'est l'exploitation économique de l'enfant. Parce que l'autre aspect, qui concerne la socialisation de l'enfant, la domestication du travail de l'enfant. Non, non. L'enfant qui vit au sein d'une famille doit pouvoir apprendre à travailler. Oui, pour pouvoir être... Parce qu'il va devenir un adulte après et va exercer quelque chose. Ça, donc il doit apprendre. Voilà, ça, c'est pas condamné. Ça, c'est le travail de l'enfant normal. Mais lorsqu'on parle dans le cadre de la législation du travail de l'enfant, ce qui est indexé principalement, c'est l'exploitation économique de l'enfant. Par exemple, je suis un artisan et j'ai à ma charge des enfants de moins de 14 ans qui travaillent avec moi. C'est de l'exploitation économique. C'est le travail de l'enfant, ça. Lorsqu'on parle de Vidomégon,
et que cet enfant-là, c'est de l'exploitation économique du travail de l'enfant. Encore que ce n'est pas l'enfant qui prend l'argent. Voilà. Monsieur Diaw, vous voulez compléter? Oui, mais je remercie l'aîné. J'ai d'abord envie de revenir sur le concept enfant. Allez-y. Enfant, dans votre définition, vous disiez 1 à moins de 18 ans. Je pense que quand on est en dessous même de l'âge de 1 an, on est enfant, donc de 0. Voilà. Donc, la petite précision qui était importante. Voilà. Quand au travail des enfants, le doyen Mafroïkan vient de le dire, le concept travail des enfants, quand on est travailleur social comme moi, ne se réfère pas à tous ces enfants-là qui vont de leur plein gré, dans des moments de vacances, dans des moments de congé, se livrer à de petites activités. Ça ne pose pas problème. Dites-nous déjà, est-ce que vous entendez sur l'âge? Oui, nous entendons sur l'âge. D'accord. Si un enfant avant 14 ans décide d'aller faire de petits jobs, pour vous, ce n'est pas condamnable? Si un enfant de moins de 14 ans décide d'aller faire un petit job, il y a problème. Puisque nous sommes dans un pays et nous sommes tous sous la houlette des tests qui régissent le pays. Et en la matière, l'OIT ayant laissé le libre choix à chaque pays de fixer le plafond d'admission d'un enfant à un atelier ou à un travail, le Bénin a décidé de plancher sur 14 ans. À partir de cet instant, un enfant qui va vers une quelconque activité à moins de 14 ans, ça porte un torse à la réglementation. Que ce soit de son propre gré ou pas, puisqu'il faut quand même convenir qu'à moins de 14 ans, l'enfant n'a pas encore les ressources nécessaires. Le risque faut parler des ressources physiques. Exactement. Et psychique aussi, hein, le risque encouru est trop énorme. Avant l'âge de 14 ans, on risque juste de faire entrave au droit, à la libre jouissance des droits des enfants. Donc, il n'y a pas à débattre sur la chose. Pour vous, il faut apporter cette précision-là. Vous le faites parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui sont en situation de travail, mais qui ne sont pas exploités économiquement, c'est ça? Oui, oui. Quand un enfant de 15 ans, pendant les vacances, décide de faire une petite activité qui va durer juste le temps des vacances, cette activité est forcément encadrée par les adultes autour de lui, qui lui donnent leur accord chaque jour quand il doit aller vaquer à cette occupation. Et donc, il y a tout un cadre méticuleux qui est mis autour de cet enfant, de sorte à amoindrir tous les risques auxquels l'enfant peut faire face. Et dans ce contexte-là, l'enfant n'est pas vraiment soumis, il est soumis plutôt à de l'apprentissage, mais pas à des conséquences trop néfastes. Ce qui est à déplorer, c'est quand l'enfant de moins de 14 ans va à des activités et quand il le fait aussi contre son gré. C'est le cas des Vidomingons. C'est très déplorable, hein, le cliché que nous observons quand, en parcourant un peu quelques villes de notre pays, vous retrouverez dans les feux tricolores, dans les marchés, des enfants de 8 ans, des enfants de 7 ans, étalage sur la tête à vendre. Je me demande si les auteurs de cet état de choses sont vraiment humains. Puisque je reste convaincu qu'aucun parent ne souhaiterait que son enfant de 8 ans, de 10 ans, soit livré à lui-même dans une rue de Cotonou. On va venir aux causes tout à l'heure. Voilà. Oui, et j'ai vu M. Mafroïkan ouvrir son code de l'enfant. C'est pour dire que lorsqu'on parle de travail de l'enfant, la loi reconnaît les jeunes travailleurs. Ouais. Les jeunes travailleurs, ce sont des enfants qui ont au-delà de 14 ans et qui exercent une activité rémunératrice. La loi dit le jeune travailleur est un enfant travailleur âgé d'au moins 14 ans et qui justifie au moins du niveau de fin de formation du cycle de l'enseignement primaire. Cela suppose que la législation de notre pays fait obligation à tout enfant d'aller au moins jusqu'à la fin du cycle primaire. C'est l'article 227. C'est l'article 227 du Code de l'enfant. Donc, il faut au moins, pour qu'un enfant travaille, qu'on puisse le laisser se former au moins jusqu'à avoir le CEP au minimum. Au minimum. Au minimum. Et bien sûr, le critère d'âge. Et moi, même en même temps, je feuilletais le code de l'information et je suis tombée sur les clauses d'âge entre l'apprenti et le formateur. Et je vais lire, vous allez mieux nous expliquer. On dit qu'aucun maître, aucun chef de chantier ou d'entreprise ne peut engager un apprenti de moins de 18 ans s'il n'est âgé de 25 ans au moins. De même, il ne peut loger chez lui s'il ne vit en famille un apprenti de moins de 18 ans. C'est-à-dire simplement que je suis sur un chantier, je suis chef.
si je n'ai pas 25 ans, je ne peux pas recruter un apprenti qui a moins de 18 ans, c'est ça? C'est aussi simple que ça, parce que pour parce qu'on remarque qu'il y a de petits apprentis, de petits chefs chantiers qui recrutent de petits apprentis. Exactement. Et ils vivent dans des conditions précaires. C'est un chaos parce que là, il s'agit des êtres humains et l'enfant d'aujourd'hui reste l'adulte de demain, donc la valeur sûre pour le pays. Et quand à moins de 25 ans, par la force des choses, je me retrouve être chef d'un quelconque métier, chef maçon, chef menuisier, et que je prends sous ma houlette un enfant de 14 ans ou même de 12 ans, de 15 ans, le conflit est trop vite trouvé parce qu'à 25 ans, quand je n'ai pas la maturité requise pour faire face aux besoins et aux demandes de cet enfant, le conflit est vite trouvé et c'est des situations non désirables qui vont se susciter. Avec, qui Exactement. Et le gars de 25 ans n'est pas forcément aussi un modèle pour le jeune de 16 ans, hein, parce qu'à 25 ans, on est encore tiraillé entre la fleur de l'âge et des déviances aussi. Il se cherche, exactement. J'ai tenu à ce qu'on en parle véritablement parce que c'est aussi important. Maintenant, on va aborder les causes ou les éléments qui engendrent ou encouragent le travail des enfants dans notre pays. Pour moi, le travail des enfants est déjà en lui-même la conséquence d'un chaos social. C'est la deuxième fois que vous utilisez le mot chaos, hein? Ben, je le dis. C'est pas fort? Je ne pense pas que ce soit fort quand... De toute façon, il faut choquer aussi quelquefois. Pour réveiller la conscience, exactement. Le travail des enfants est la résultante d'un chaos social, je le dis, puisque un enfant qui est entouré par un tissu social bien solide ne se verrait pas à moins de 14 ans livré à une quelconque activité. Donc, si on en arrive là, c'est qu'il y a une défection de tout le tissu qui est censé encadrer l'enfant. Maintenant, le travail de l'enfant pris tel que phénomène a des causes. Hein. C'est déjà la dislocation familiale aujourd'hui qui devient la mode à mon humble avis. C'est déjà la défection de tout le tissu familial et de tout le tissu social. Parce que très jeune, je suis également, mais je pense que dans un passé pas trop lointain que ça, commettre des forfaits dans la ville, tu te verrais rapidement repris par des aînés, par des adultes. Mais aujourd'hui, l'individualisme social prend le pas sur tout. Sur le mot revient. Voilà, l'individualisme social prend le pas sur tout et les conséquences sont là. C'est vrai que la part de responsabilité est quand même limitée au plan social. Et donc, la grosse part de responsabilité revient d'abord aux parents géniteurs. Moi, j'ai envie de dire, il peut arriver que, suite à des situations, un homme et une femme n'en arrivent plus à vivre ensemble, mais dès lors qu'il y a un enfant issu de leur union précédente par le passé, l'obligation leur est faite d'assurer au maximum qu'il peut le bien-être du dit enfant, d'assumer les responsabilités de parents. Sinon, on l'ignore souvent, mais on peut nous parler d'abandon d'enfants, on peut nous parler d'incitation de l'enfant à des actes reprochables, et c'est autant de choses qui peuvent être reprochées aux parents. Voilà. J'avais oublié de dire à l'entame de cette émission que M. Van Fréquin est psychologue, c'est ça, hein? Je suis sociologue. Sociologue, oui. D'accord. C'est encore mieux. Parce que quand il parle du comportement de l'enfant plus tard avec les responsabilités bafouées des parents, je pense que c'est très important parce qu'effectivement, on peut, par des situations qu'on n'a pas souhaitées, ne plus être ensemble. Oui. Mais quel devrait être alors ce rôle que chaque parent devra jouer pour assurer la stabilité à l'enfant? Disons que avant d'arriver là... Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. D'accord, allez-y. Disons qu'il y a globalement les causes qui sont liées à la famille, à la société, qui sont bien développées par mon collègue tout à l'heure. Oui. Et c'est à ce niveau-là, c'est la perte des valeurs sociales qui fragilise notre société, qui fragilise la famille et qui fragilise l'homme en réalité. Voyez? Quand vous parlez de valeurs sociales, vous parlez d'éthique et de moralité? Éthique et moralité, essentiellement. Et si nous voyons sur quelles valeurs vivent aujourd'hui nos familles,
c'est pas solide. C'est pas solide. Quelqu'un a dit une fois sur cette émission qu'on se marie aujourd'hui parce qu'on a eu un enfant. Voilà. Parce que la femme est tombée enceinte. Alors que le mariage, c'était tout un rituel où on commence par parler à la fille d'abord et on en parle à sa famille, la famille fait les démarches. C'est un rituel. C'est un rituel. Et ça permet aux deux individus qui sont protagonistes de se sentir soutenus par la société et de prendre leurs responsabilités en réalité. Tout cela aujourd'hui, vous voyez comment les gens se... Oui, mais M. Mafouékan, est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, certaines familles, ce soutien dont vous parlez familial, c'est un peu trop intégré dans les familles au point où ça en a étouffé certains, qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce rythme où aujourd'hui on préfère être soutenu de loin que de proche. C'est vrai, mais ajustons les choses. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Bon, ce n'est pas notre intention. Voilà. Sinon, il faut clarifier un certain nombre de choses. Il y en a qui sont même prêts jusqu'à vous dire c'est comme ça que tu devrais gérer ta femme, c'est comme ça que tu dois gérer ton mari. Trouvons des solutions à ce niveau-là pour que nos familles ne nous envahissent pas. Ah, vous avez sorti le mot. Ne nous envahissent pas, mais qu'ils puissent jouer leur rôle de contrôle social. Contrôle social, c'est très important. Il y a des causes qui sont liées à la forte urbanisation. Je ne voulais pas employer le mot. Vous voulez parler de l'assaut. L'urbanisation sauvage. L'assaut de la nouvelle colonie. C'est-à-dire que nous avons quitté nos villages et nous sommes entrés dans la ville. Brutalement. Tout le monde est en ville là. Brutalement. Alors ça pose des problèmes. Et la ville nous envahit de plus en plus. Quand vous parlez de ville, vous parlez également de la manière de vivre en ville aussi. De la manière de vivre en ville et tout ça. Tout ça nous envahit et nous trouble. Il ne faut pas être esclave de la modernisation. Voilà. Et nous perdons pied dans tout ça. Nous perdons pied. Et c'est pour cela que toutes ces choses-là, le travail de l'enfant, les familles dispersées, disloquées, la monoparentalité qu'on n'avait pas connue. La recherche du gain, de l'argent. Voilà, de l'argent effréné. Et où on oublie sa responsabilité. Tout le monde a envie de les jeunes aujourd'hui se disent je dois aller me chercher. Tout le monde veut construire, tout le monde veut... quelqu'un. Tout ça, ça fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes. En fait, on ne vit pas son enfance, on veut vivre l'âge adulte. Voilà. Donc, voilà un peu les causes. La question que vous avez posée, c'était quoi? C'était de savoir si à un moment donné, au-delà des causes, il n'y a pas cet individualisme-là, ses conséquences, bien sûr. Vous avez parlé de la modernisation. Mais oui, il y a ces valeurs-là. Mais qu'est-ce qu'on devrait pouvoir faire? Parce que c'est souvent à contre-volonté. Il y a même les acteurs de protection sociale qui parlent de travail. Non, j'ai oublié le mot de... Non, des enfants en migration. Après, on parle de la mobilité. Après, on dit qu'il y a des enfants qu'on doit protéger parce qu'ils ont aussi le droit. Là, vous dites qu'il y a des jeunes travailleurs. Est-ce qu'à un moment donné, les familles ne se perdent pas dans ces concepts-là aussi, importés, venus d'ailleurs, que nous nous adaptons? Oui, parce que... un parent qui se dit, par exemple, mon enfant doit attendre, étudier jusqu'à un moment donné. Voilà que la loi dit maintenant, il faut au moins lui permettre d'aller au cycle primaire, de finir le cycle primaire. Mais si le parent a envie qu'il aille au cycle secondaire, que l'enfant dit non, la loi me permet d'aller au cycle primaire, et donc je m'en arrête là, je vais apprendre un métier, alors que tout le monde veut avoir des accords dans les familles. C'est aussi un problème. Qui prend le relais? Non, merci bien. Je pense que le minimum, c'est le niveau primaire, le CEP. Ce n'est pas le plafond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Les enfants connaissent de plus en plus leurs droits. Ils connaissent de plus en plus leurs droits. Et je pense que quand la communication est bonne, franche et réelle d'un parent à son enfant, l'enfant ne voudra pas s'arrêter au niveau CEP. Parce que enfant, c'est quoi? Enfant, c'est une vie féerique. Enfant, c'est celui-là qui est plein de rêves. Pourquoi vouloir se limiter au CEP? Donc, je n'ai jamais été confronté à ce cas-là où le parent est vraiment demandeur de ce que l'enfant puisse poursuivre les écoles et que juste au niveau CEP, il s'arrête. Ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, il y a des parents qui ont envie que les enfants fassent réaliser leurs rêves. Exactement. Là, c'est le problème. Le problème, c'est que le parent se confond ou confond sa vie à celle de l'enfant. Le parent a sa vie.
L'enfant l'enfant a la sienne. Il l'a raté. C'est encore peut-être juste de vouloir, à travers mon enfant, rattraper un rêve que je n'ai pas pu réaliser, mais il faut que je puisse savoir m'y prendre avec cet enfant-là. Si c'est un rêve partagé, puisque j'ai la chance en tant que parent d'avoir été à la base de sa conception avant même qu'il ne naisse, donc j'ai une longueur d'avance sur l'enfant. J'ai envie que mon enfant fasse un métier auquel je n'ai pas pu accéder. Les canaux pour y arriver sont énormes. Je ne dois pas en arriver à le brutaliser. Donc, je pense que c'est une question de négociation, une question d'approche, de communication. Maintenant, pour revenir un peu à l'individualisme dont on parlait, oui. Je pense que la société béninoise est pétrie d'intellectuels, mais qu'ils m'excusent. La réflexion est limitée. La réflexion est limitée. Il ne faut pas utiliser le mot taré? Non, pas du tout. La réflexion est limitée, puisque nous avons l'habitude de rester trop conservateurs. Même moi, dans mes propos précédents, je disais, voilà, par le passé, par le passé, par le passé. Il faut juste en arriver à comprendre que ce système du passé a atteint ses limites et qu'il faut réadapter les choses pour un système. Mais à un système qui puisse aujourd'hui nous permettre de mieux nous porter, d'évoluer. Mais étant resté figé à ce système passé qui a fait ses preuves et en est arrivé à son apogée, nous ne réfléchissons pas le nouveau modèle d'approche qui puisse nous permettre de nous en sortir aujourd'hui. Et c'est là tout le travail à faire. Oui, au fait, je voudrais insister pour dire que effectivement, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas vu venir les choses nous ont envahis, nous ont... Comme le barisme nous a surpris. Et puis on n'a pas pris le temps de réfléchir, d'analyser les choses, de nous adapter à la nouvelle donne. Et on est submergé. On est submergé. Et au fait, c'est le rôle de l'État. Est-ce que l'État doit jouer tout leur... Et c'est la suite logique de la démission de nos États. J'ai dit nos États parce que c'est beaucoup de gouvernements qui sont succédés, de nos États depuis 1960. Où on ne peut pas demander à notre État, lorsqu'on va devant le comité des droits de l'enfant, lorsqu'on dit combien d'enfants sont scolarisés dans notre pays, l'État ne le dit pas. N'a pas de chiffre. N'a pas de chiffre. Lorsqu'on dit combien d'enfants sont dans les prisons, pas de chiffre. Combien d'enfants sont... Ou on n'actualise même pas dans les écoles, chiffres. On n'actualise même pas les chiffres. Dans les écoles de formation militaire. Alors, si c'est comme ça, si le chef du quartier ne connaît pas combien de ménages il gère dans son quartier, il y a problème. Nous avons maintenant le RAVIP qui peut-être, si c'est bien fait, parce que ce qui se passe souvent, nous inventons des choses, mais après, nous truquons avec ça. Nous ne les réadaptons pas. Nous truquons avec cela. Nous jouons, nous dribblons dans cela. Nous-mêmes. Et puis, après, ça devient un machin. On espère que ce ne sera pas le cas. Nous espérons que le RAVIF va nous sauver de cette situation-là, où on pourra sortir des chiffres véritables pour nous aider à se développer. Oui. C'est ça. C'est très important. Et donc, si je vous résume, c'est que l'individualisme a certes des conséquences, mais il faut pouvoir se réadapter chaque fois qu'un assaut moderniste vient nous prendre. C'est le plus important. Chers invités, on va avancer dans le débat pour parler maintenant des conséquences du travail des enfants. D'abord sur les enfants et ensuite sur la société. Donc, vous parlez du travail des enfants sur les enfants et le sociologue, puisque c'est son job, le technicien dans le domaine, c'est pour vous taquiner, il va nous dire les conséquences du travail des enfants sur la société, pourquoi pas sur le développement. Monsieur Diao. Les conséquences du travail des enfants sont parce que je sais que vous êtes en action tous les jours. Sont énormes. Vous voyez des cas. Sont énormes parce que déjà, quand un enfant de moins de 8 ans se retrouve pris dans le travail des enfants, c'est dit qu'il ne jouit plus de son droit à l'éducation formelle. Donc, parce qu'à 8 ans, ça plaçait encore au niveau du cycle primaire. Oui. C'est dit qu'il n'a pas
eu la chance d'être inscrits dans ce système-là. Ça, c'est la première conséquence. Et nous savons que, oui, aujourd'hui, pour moi, la scolarisation n'est pas forcément le visa d'un QI important, mais il n'y a pas de débouché pour quelqu'un qui, aujourd'hui, qui ne puisse pas lire, qui ne puisse pas compter, qui ne puisse pas écrire le minimum. Donc, les conséquences sont déjà à ce niveau pour l'enfant. L'enfant a le droit de plein épanouissement. Et quand il se retrouve à moins de 14 ans à exercer une activité sous la pression d'une personne adulte, il n'est plus libre de ses mouvements. Il passe à côté de son enfance. Il est censé évoluer avec des groupes de son âge, des pairs à lui, jouer au football, lire ensemble les bandes dessinées. Mais lui, il n'a pas cette chance-là. Et donc, c'est un rebelle latent qui est formé. C'est un rebelle latent qui est formé. Et le problème est d'autant plus profond quand les conséquences non visibles finissent par se manifester. On va parler de quelles conséquences? Les conséquences psychologiques, les conséquences mentales, les conséquences spirituelles. Puisque le plein épanouissement d'un enfant revêt tous ces aspects-là. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect mental, il y a l'aspect psychique, il y a l'aspect religieux et tout ça. C'est-à-dire que les enfants pris dans le travail n'ont même pas le droit d'exprimer leur spiritualité. Même les jours comme dimanche dans notre pays, leur sont pris. Bien sûr, ils travaillent. Ils n'ont même pas droit au repos. Ils n'ont même pas droit au repos. C'est lui qui se lève tôt le matin. C'est-à-dire que même dans son développement physique, il est ralenti. Puisque c'est lui le premier à se réveiller, c'est lui le dernier à dormir. Alors que nous savons qu'il y a un temps horaire de sommeil qui soit réparateur pour le corps. Même que quand on travaille, il y a un temps pour travailler. C'est ça. Et lui, déjà, enfant, ne respecte pas ça. Il travaille dans l'atelier, après il travaille dans la maison du patron. Du matin au soir. Donc, il ne peut pas grandir convenablement au plan physique. Au plan mental, il est aliéné et assujetti puisqu'il ne sait pas faire les mêmes choses que ses pairs de la même tranche d'âge. Donc, au plan mental, il y a le problème. Au plan religieux, nous venons de spirituel, nous venons de le dire, puisque souvent, c'est des enfants confiés à d'autres personnes qui ne sont pas du même bord religieux que leurs parents. Et du jour au lendemain, la fille béninoise Jacqueline, qui se retrouve au Nigeria, devient Salamantou. Et on lui inculque tellement cette nouvelle identité que quand vous avez la chance de retomber sur un tel enfant, vous méconnaissez l'enfant, il ne sait même plus vous dire sa réelle identité de base. Il perd tout. Il perd tout. Et c'est un scandale. C'est un scandale et voilà, les conséquences sont déjà sur lui, sur la famille et sur la société. Je laisse le sociologue. Oui, parler des conséquences sur la société. Merci. Disons qu'au niveau de l'enfant, il a touché du doigt le point sensible et c'est principalement la perte d'identité. Vous voyez ce que ça signifie pour une personne de perdre son identité. Et même plus se connaître. Oui, c'est dramatique. C'est dramatique. Au niveau de la société, voyez-vous, quand je parle souvent dans les communautés, quand je participe à des conférences sur le terrain, je dis souvent que aujourd'hui, même aujourd'hui encore, quand une poule ne rentre pas le soir dans nos maisons, vous voyez tout le tapage que le propriétaire fait pour rechercher la poule ou le coq qui n'est pas rentré. Mais lorsqu'un enfant ne rentre pas dans nos villages, ça dit vraiment quelque chose. Ça ne dit rien à personne. Ça montre le niveau de décrépitude où nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Et donc c'est un véritable problème. Et les Français disent, on ne va pas manger notre blé en herbe. Ça dit qu'on va prendre soin du blé, on va le laisser grandir, on va le laisser pousser, on va le laisser donner les meilleurs fruits. Et après... Donc, en termes plus simples, nos sociétés gagneraient à pouvoir éduquer leurs enfants normalement, quitte à en profiter quand ils seront quelqu'un. Parce que faisant travailler nos enfants à ces âges-là, nous mangeons notre blé en herbe. Et c'est dommage. Et
C'est ça qui fait que nous disons aussi qu'il y a de richesses que d'hommes, n'est-ce pas? Alors, pour que l'homme soit une richesse pour notre société, il faut qu'il soit formé, qu'il soit éduqué, qu'il soit instruit, qu'il reçoive la formation adéquate et qu'il devienne une personne adulte capable de participer au développement de la société. Et c'est une perte en série de nos valeurs humaines qui sont en train de se perdre dans la société comme ça. Et ça ralentit notre développement en réalité. Parce que ces enfants... Ça crée des problèmes qu'on doit résoudre avant de continuer. Oui, oui. Donc on est obligé de s'arrêter quand sur vous la circulez à Cotonou, vous voyez comment les gens vous insultent. Les gens... Mais c'est ça. Alors que si ces personnes avaient une instruction normale, ils doivent se ressaisir un peu. Hein? Avec ces jeunes aujourd'hui qui sont devenus des personnes insensibles à la vie humaine. Et ça aussi, c'est le niveau, quand vous voyez, c'est des candidats à Boko Haram, à toutes ces bandes de malfaiteurs. À la facilité. Bandes de malfaiteurs et tout ça. Donc, formons nos jeunes, éduquons nos jeunes. Mais j'ai une préoccupation. Souvent, on entend des parents de ces enfants-là dire qu'il y a la question de la misère et de la pauvreté. Et moi, je n'ai jamais compris, puisque vous êtes sociologue. Est-ce que la pauvreté peut expliquer qu'on fasse utiliser son enfant dans le travail? Nous avons vu, et ça continue aujourd'hui encore dans nos villages, des familles qui sont très pauvres, mais qui s'occupent de leurs enfants. C'est ce que je n'ai jamais compris. J'ai toujours dit ça ici, mais je n'ai jamais eu la réponse. Oui, moi je pense que... Autant que nous soyons aujourd'hui à notre génération, on a souffert dans des familles. C'est ça. Mais on n'a pas été exploité. C'est ça. Et le plus souvent, quand on regarde bien, ce n'est pas la pauvreté. C'est soit l'ignorance, soit tout ce qu'on a dit. Qu'on est venu leur apporter. Avec tout le on fait confiance à quelqu'un. On pense que ça peut nous aider. Peut assurer l'avenir. Et puis ça tombe à l'eau après. Mais est-ce que ce n'est pas tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui, il y a cet individualisme-là aussi? Parce que quand tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a fait miroiter monts et merveilles et qui finalement a fini par exploiter ton enfant ou a fini par le tabasser de coups, la tuer, est-ce que tu te dirais encore que la famille, puisque c'est ta propre famille qui a été complice? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais encore une fois, ne jetons pas l'eau avec le bébé. Hein? Sauvons l'essentiel. Sauvons l'essentiel parce que dans notre société, il y a encore des valeurs qui peuvent maintenir notre société. Retrouvons ces valeurs-là et restaurons-les. Il y a encore des valeurs dans la famille africaine qui peuvent sauver le monde, comme l'a dit le pape François. Absolument, absolument. Vous en êtes convaincu? Je suis convaincu. Est-ce que vous pensez que ces enfants que vous recueillez à Terre Rouge, que vous recueillez à Terre Rouge, que vous accompagnez dans le processus peut-être de réinsertion dans la famille ou de placement dans des centres, est-ce que la question essentielle de la pauvreté revient dans les populations des parents? La question de la pauvreté n'est pas... Pauvreté surtout économique. Économique n'est pas une cause pertinente de ce chaos. C'est parfois évoqué. C'est parfois évoqué, mais quand tu explores les réalités de la dite famille avec les membres, tu te rends compte qu'il y a du potentiel ignoré. Il y a du potentiel ignoré. Et donc, très tôt, on a vite fait de se laisser aller à la facilité, à l'option la plus facile, celle justement de faire confiance à quelqu'un d'autre venu nous vendre de l'illusion. Sinon, la pauvreté économique n'est pas la cause. La pauvreté sentimentale, la pauvreté en éducation du parent même, la pauvreté en information du parent sont autant de causes plus à la base du phénomène que la pauvreté économique. Parce qu'on a souvent des parents qui sont au village et les possibilités au village pour subvenir aux besoins quotidiens ne sont pas aussi compliquées. Hein. Il y a de petites choses dont l'enfant peut se contenter. 2 piments écrasés rapidement, un peu de sel, un peu de moutarde. C'est encore bio en plus. Et c'est bio. C'est encore bio. Voilà. J'ai envie d'ajouter sur les conséquences au plan social que aujourd'hui, où il faut regarder un peu le cliché. Hein. Récemment, moi, j'ai eu une personne très proche de moi qui a eu besoin de rhumatologue, de médecins spécialisés en rhumatologie. Oui. Le constat était dramatique. C'est-à-dire? Ils sont très peu. Oui. Moins de 5. Oui. Moins de 5 pour... Je mets déjà là une marge
pour ne pas être appelé à justifier mes mots, puisque moi, j'en ai compté que 3. Bon, pour ce que vous avez pu comprendre. Au Bénin. Oui. Bon, avec même discussion avec les spécialistes, mais mettons la marge à 5. 5 rhumatologues pour toute une population estimée à plus de 10 millions d'habitants. La cause est venue d'où? La situation aujourd'hui prenant plus de l'ampleur, quel sera le tableau demain? Je laisse chacun réfléchir. D'accord, chacun va y réfléchir et moi j'aimerais dire qu'on a fait beaucoup d'années de lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Monsieur Mafoekan, pourquoi est-ce que le phénomène persiste? Le phénomène persiste. Nous avons fait beaucoup de luttes, on a fait beaucoup dans la sensibilisation, beaucoup dans la formation, dans nos villages, on a apporté l'information et tout ça. Et l'information n'est pas suffisamment apportée. Vous voyez ce document-là, le Code de l'enfant. Très peu connaissent ça. Or, c'est un récapitulatif de toutes... Attendez, on ne peut pas donner ce bouquin à tous les parents du village, mais il faut en parler aux gens. Donc, il faut continuer la sensibilisation. Et il faut peut-être que notre État prenne la responsabilité de traduire en langue nationale. Parce qu'on a beaucoup d'outils aujourd'hui pour faire ces choses-là, de traduire en langue nationale et de le faire en audio. Pour permettre, parce que... Est-ce que ce n'est pas aussi un travail qui devrait revenir à nos élus locaux? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce qu'ils sont là juste pour acquérir nos sous quand on vient se faire des documents. Oui. Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire sonner le gong pour donner de ces informations-là? Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire à Perspective Action Communautaire, PIS ONG, c'est de descendre dans nos communautés avec les élus locaux, pour leur transmettre un certain nombre d'outils afin d'inclure dans leur PDC la question de la protection de l'enfance, programme de développement communal, d'intégrer dans ces documents-là la question de la protection de l'enfance et d'aider les populations à mieux comprendre les lois sur l'enfant au Bénin. Donc nous faisons beaucoup de sensibilisation, mais cela n'est pas suffisant parce qu'il faut qu'il y ait aujourd'hui une forte répression des gens qui exploitent les enfants. Donc, nous avons péché au niveau de la répression, de la sanction de ces gens-là qui tombent sous le coup de la loi. Au-delà de la sensibilisation, maintenant, il faut commencer par réprimer. Il faut réprimer. Il faut dénoncer surtout. Il faut dénoncer et réprimer les auteurs. Parce qu'on dit encore, c'est un membre de la famille, c'est son oncle, c'est sa tante, il faut réprimer systématiquement les auteurs. Son parent. Et c'est là que nous avons fauté. Et ça tarde, il faut que la répression commence. D'accord. Oui. Il faut que la répression commence, monsieur. La politique nationale sur le volet social laisse un peu à désirer. C'est vrai que beaucoup d'idées sont émises. Quand vous le dites comme ça, vous parlez par exemple de l'Office central de répression des mineurs, des centres d'accueil officiels étatiques. Je parle déjà de la politique de l'État sur la question. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui... Il y a les privés qui les accompagnent, les gens comme vous. Les privés les accompagnent. Je vais vous dire, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où on préfère investir sur tous les autres domaines, sauf l'éducation de l'enfant. Non, absolument pas. Je le dis avec des preuves. Je ne suis jaloux d'aucun secteur. J'ai fait le libre choix d'être assistant social et donc je l'assume. Je l'assume. Ce n'est pas par jalousie, ce n'est pas par médisance, mais le problème est là. Récemment, nous avons été mélangés à d'autres ministères du travail et autres. Aujourd'hui, ça se clarifie encore. Mais les questions de dénomination ne sont pas pour moi pratiques et techniques. Quels sont les moyens mis à disposition des praticiens, des techniciens pour endiguer le mal? Tout le problème est là. Nous avons aujourd'hui un État... Nous venons de recruter des assistants sociaux encore. Ça, bravo. Je le dis avec grande joie. Bravo. Ils ont pris service cette semaine même. Bonne carrière à eux. Mais j'espère vivement pour eux qu'ils ne vont pas devenir des fonctionnaires. Des fonctionnaires, exactement. Des agents de bureau, c'est ça? Des agents pilleurs de l'État, comme certains décrivent APE. Non, on ne va pas le dire comme ça. Bon courage à eux. C'est des jeunes que je connais très bien. Mais qu'est-ce qui manque dans l'exercice de votre fonction? Qu'est-ce que vous voulez dire plus clairement? Il n'y a pas de moyens mis à disposition de ces techniciens. Quand tu es, par exemple,
dans un centre de promotion sociale qui est le bras opérationnel de l'État en la matière, et que tu es dans un CPS où il n'y a que 2 agents pour une commune vaste comme Kétou, une commune vaste comme Djidja, où ils sont 2, avec comme moyen de roulant une seule moto. Il y a problème. Comment voulez-vous qu'ils fassent le boulot? Ça veut dire qu'ils sont obligés de sortir tout le temps ensemble. Il n'y a pas l'autonomie d'action. Comment peuvent-ils faire le boulot? Quand aujourd'hui, depuis 2015, ce document existe et que la vulgarisation n'est pas encore effective au niveau de l'État, et que des privés prennent des initiatives pour le vulgariser, et qu'il y a des entraves pour l'obtention de financement. Parce qu'aujourd'hui, obtenir des financements de certains partenaires demande un aval de l'État, aval qui ne vient pas. Vous parliez tout à l'heure du rôle des chefs villages et autres, mais le chef village va faire quoi si lui-même il n'a pas l'information? Moi, je suis acteur de la protection de l'enfance. L'État ne m'a pas encore donné ce document. Pourquoi vous pouvez vous en procurer vous-même, non? C'est justement là toute la problématique de moyens pour les résultats à atteindre. D'accord. Vous parlez de ressources techniques et financières. D'accord. De toute façon, c'est une émission très suivie. On espère que l'État fera quelque chose parce qu'effectivement, comme l'a dit M. Mafouékan, on a pêché sur plusieurs années avec plusieurs États. Et donc, on peut commencer déjà par se dire qu'on peut commencer un jour. Il faut bien commencer pour que ça change. D'accord. Donc, on vient de faire ce point sur ce qui fait que le phénomène persiste. Donc, si je vous résume, il faut plus de sensibilisation. Il faut réprimer, mais il faut que les communautés puissent également dénoncer pour accompagner l'État à réprimer. Exactement. Il ne faut plus mettre devant soi les barrières sociales, que c'est la famille, c'est le parent, parce que si on continue comme ça, on verra chaque jour nos enfants brisés, et on ne pourra jamais rien y faire. On va donc poursuivre quelques minutes encore dans ce débat. Chers invités, comment faire pour en finir avec cette maltraitance, surtout quand on parle de travaux avilissants? Parce que là, on ne met pas souvent l'accent. Il y a des travaux qui sont avilissants pour les enfants et qui ne respectent même pas le code de l'enfant. Absolument pas. Monsieur Adjao, vous prenez? Oui, absolument pas. On demande à des enfants, surtout sur les chantiers en bâtiment, par exemple, un enfant dans une forge. C'est horrible, quoi. Moi, j'ai vu sur le chantier de cet hôtel-là, de ces 2 grands hôtels qui font l'épopée de Cotonou, Golden Tulip. Non. Bon, je ne fais pas de publicité alors. D'accord. Sinon, j'ai vu. Donc, je n'invente rien. Donc, je pense avoir même conservé les images. Des immeubles concernant l'État, on en a vu. Où ça ne choque personne. Donc, quelle preuve vous avez que ça ne choque pas? Si je remets mon chantier à quelqu'un et que quand moi, il sait que je veux venir, les enfants ne sont plus là et que quand je suis parti, que les enfants, je fais comment? Je construis dans un quartier. J'envisage d'habiter ce quartier. J'ai déjà des gens qui se sont installés dans le quartier avant moi. Pas toujours, hein? Je suis le premier à venir dans le quartier. Là, ça pose problème. Mais il y a forcément des gens, il y a possibilité de trouver, puisque quand je viens m'installer, je cherche à prendre contact avec ceux qui étaient là avant moi. Si le maître chantier joue à ce jeu, mais je peux confier ce job aux autres qui sont dans le quartier. C'est-à-dire que pour nous aider à faire la surveillance. Maintenant, je ne peux pas être propriétaire d'un chantier. Chaque fois que je viens, il n'y a que le maître chantier qui est là. Il ne fait pas le job seul. Non, mais il peut faire avec d'autres jeunes de son âge sans que les enfants ne soient là. Parce qu'on se connaît très intelligent. C'est vrai, mais c'est très compliqué parce que c'est mon chantier, c'est mon agent, c'est ma propriété. Je peux débarquer à 0, je peux débarquer à tout le monde serait déjà au lit. À Donc, il y a quand même possibilité. C'est ma façon de dire qu'il y a quand même possibilité. Maintenant, pour éradiquer le mal, primo, renseigner les enfants sur leurs droits et les coacher pour en arriver à des dénonciations par des enfants eux-mêmes. Ah, carrément. Carrément. Premier niveau, à mon humble avis. Deuxième niveau, apporter l'information à toute la génération adulte, donc parents. Leur faire toucher du doigt la pertinence de ce que nous disons. Leur faire voir, leur faire comprendre de la façon la plus plausible
les conséquences du phénomène. Et je pense qu'ils ne vont pas rester insensés. Quand ils ont l'information, parce qu'on a dit tantôt, hein, on vient leur vendre de l'illusion. Mais quand l'enfant revient et leur raconte sa mésaventure, ils sont plus près. Ils sont plus près. Donc, leur apporter l'information juste. Et au troisième niveau, impliquer tout le monde. Parce que quand on parle d'État, c'est vous, c'est moi, c'est la dame vendeuse de tomates, c'est tout le monde. Et il faut justement en arriver à ce que tout le monde se sente engagé, se sente responsable par rapport à la situation. Et je pense qu'ainsi, nous pourrons espérer de meilleures solutions. Monsieur Maforican, oui. Qu'est-ce que vous vous proposez? Nous disons que pour cela... Vous voulez vous référer à un article? Non, non, non. Je voudrais dire les travaux dangereux, les travaux interdits aux enfants. Oui, vous voulez les rappeler? Dans les articles 212 à 216 dans le Code de l'enfant. Il est interdit... Interdiction de certaines formes de travaux. Les pires formes de travail interdites chez les enfants sont toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour toute tête et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire. On met dans tout ça là, le placement d'enfants. Vidomégon, tout ça. On place même chez des apprentis. Oui, c'est ça. Y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants dans des conflits armés. Ce n'est pas encore chez nous, mais puisque l'émission à l'international, il faut faire très attention. Toute utilisation, toute offre ou tout recrutement d'un enfant à des fins de prostitution. C'est aussi interdit. Ou de production de matériel et ou de spectacles pornographiques. D'accord. Toute utilisation, toute offre ou tout recrutement d'un enfant aux fins d'activités illicites. Par exemple, demander à un enfant d'aller vendre de la drogue, par exemple, ou des produits illicites comme l'alcool et autres. Voilà. Tous les travaux qui, de par leur nature et les conditions de leur exercice, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité, à l'éducation, à la moralité et au développement harmonieux de l'enfant. D'accord. Voilà un peu quelques pires formes de travail. Et l'enfant ne peut pas non plus travailler plus de 4 heures par jour sans repos. Et le travail de nuit est interdit aux enfants. Et est-ce que l'arrêté est déjà pris? Voilà encore un problème chez nous. Nous avons le Code de l'enfant depuis 2015, notamment décembre 2015. Et jusqu'à ce jour, on attend les arrêtés d'application. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. D'accord. Chers invités, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Adjao, quel sera votre message? Mon message sera à l'endroit de tout le peuple béninois. Quel que soit le rang que nous occupons, la cause de l'enfant doit rester une cause partagée. J'exhorte les dirigeants à revoir la question, à revoir leur positionnement par rapport à la cause des enfants. Mais j'ai envie de dire à tout le bas peuple que c'est nous qui sommes géniteurs, c'est nous qui sommes parents de ces enfants et c'est à nous que revient le droit de veiller sur eux. C'est à nous que revient l'obligation de contribuer à leur plein épanouissement, à leur développement intégral. Ce n'est que par ce fait que nous pourrons, au soir de nos jours, être fiers d'avoir donné vie à des enfants, d'avoir donné vie à la génération future. Merci. Je sais que nous sommes tous conscients. Je sais que je ne me trompe pas en faisant confiance au peuple béninois. Donc, je me projetterai dans les jours à venir, dans les années à venir, pour constater quand même la régression du phénomène. Monsieur Maforican, votre appel à la conscience des acteurs sociaux, des familles, de la société, du gouvernement, c'est vous qui voyez? Ou même des enfants? Pourquoi pas? Bon, je demande au gouvernement de prendre ses responsabilités, tout simplement, parce que c'est pour les Nations Unies, ce sont les États qui ont le mandat de protéger les enfants. Et c'est l'État qui a signé, qui a ratifié les conventions. Et donc, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour assumer la protection entière des enfants. Et pour cela, il faut mettre beaucoup de moyens. Aujourd'hui, les centres de promotion sociale ont besoin de beaucoup de ressources pour vraiment faire le travail. Nous sommes déjà
très bien dans notre pays que les centres de promotion existent dans toutes les communes du Bénin. C'est déjà un avantage. Mais ils sont très peu connus aussi. Mais ils sont très peu connus, ils ne sont pas opérationnels. Il faut donner les moyens à ces structures-là de faire le travail. Ensuite, il faut que notre décentralisation qui bat de l'aile depuis, parce que, disons, la décentralisation est politisée dans notre pays, avec beaucoup de coups bas. Or, il faut socialiser la décentralisation. Il faut socialiser la décentralisation. Il faut que la décentralisation vraiment aide les populations à se sentir plus à l'aise. À s'épanouir. Et je crois que ce faisant, on atteindra plus rapidement le développement. Mais laissons la politique de côté pour que, au niveau central, que l'État puisse faire la politique et tout ça là, mais au niveau décentralisé, qu'on puisse vraiment travailler pour le développement de nos communes. Et surtout travailler pour nos communautés. Maintenant, pour la famille, les familles doivent se dire, doivent veiller à leur dignité, l'honneur de la famille, que chacun veille pour l'honneur de sa famille. En retour aux valeurs éthiques et morales. Ouais, qu'on se dise, non, ça ne viendra pas de notre famille. Ça ne viendra pas de notre famille. Que nous ayons cette dignité-là. Je crois que c'est quelque chose de fondamental, que les gens se disent, non, aucun enfant ne travaillera dans ma famille. Ça ne portera pas mon nom. C'est important. C'est très important, le dispositif réglementaire, législatif et juridique existe pour protéger nos enfants du travail. Et quand nous parlons d'enfants, nous parlons de tous ces bébés jusqu'à moins de 14 ans, puisqu'au Bénin, à partir de 14 ans, un enfant peut être apprenti dans un atelier. Et donc, il faut protéger nos enfants, leur assurer leur droit à l'éducation, à l'épanouissement pour leur éviter des séquelles ou conséquences psychologiques, physiques, mentales, psychiques ou tout ce que vous voulez. C'est de notre ressort en tant que parents, en tant que famille, de protéger d'abord nos enfants. C'est notre responsabilité. Et si on ne peut pas le faire, autant ne pas faire d'enfants. Et même quand vous n'avez pas d'enfants et que vous avez les enfants des autres à votre portée, il faut les protéger comme si c'était vos enfants. De toute façon, on interpelle la conscience de tout un chacun. C'est important pour éviter que nos enfants ne perdent leur identité, pour éviter que véritablement nos enfants ne souffrent du travail que nous leur imposons. Mesdames et messieurs, il est important également que les enfants puissent être renseignés sur leurs droits, qu'ils puissent dénoncer quelques sévices qu'ils auraient subis. C'est très important qu'ils puissent se porter vers les autorités et qu'ils aient l'information sur toutes les populations pour accompagner à la dénonciation, à la répression du travail des enfants. Au gouvernement, il sait ce qu'il doit faire, l'État sait ce qu'il doit faire, c'est protéger et jouer ce rôle d'assumer ses responsabilités pour nous protéger véritablement, parce que l'État a besoin de tous ces enfants pour le développement du Bénin. On n'en parlera jamais assez. Et donc, les responsabilités sont partagées de la base jusqu'au sommet. Et si l'État ne veut pas jouer son rôle, que nous, communautés, nous puissions véritablement jouer ce rôle-là. C'est de notre ressort. Je ne peux pas être élu local, élu communal, et ne pas protéger mes concitoyens. C'est un devoir. J'ai accepté faire ce devoir-là et je dois le faire. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous avons parlé encore une fois du travail des enfants pour que véritablement les citoyens de demain soient mieux protégés. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour ce débat. Merci surtout à vous, chers internautes, qui faites que chaque semaine, nous trouvons la force de venir faire ces émissions. Nous trouvons la force de pouvoir parler des problèmes de notre société. D'ici là, prenez soin de vous.